Bonjour, donc je vais vous parler en effet des caractéristiques des médicaments à base de Méopa et des programmes de surveillance de notre agence, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Alors un bref rappel du rôle de l'ANSM, donc c'est d'assurer la sécurité des produits de santé, dont les médicaments. Et l'ANSM va intervenir très tôt sur le cycle de vie du médicament en autorisant les essais cliniques, en les surveillant. Et une fois que ces essais cliniques sont terminés, en procédant à l'autorisation de mise sur le marché. Et donc pour cela, il faut évaluer le rapport bénéfice-risque. Et si ce rapport est favorable, c'est-à-dire s'il y a plus de bénéfices que de risques pour le patient à prendre ce médicament, eh bien on peut donner l'AMM. Ensuite, une fois que le médicament est commercialisé et sur le marché, l'ANSM va procéder à une surveillance continue, donc par un système de pharmacovigilance. Elle va recueillir des effets indésirables et identifier des risques, ce qui va lui permettre de continuer à évaluer ce rapport bénéfice-risque et de vérifier s'il est toujours favorable. À la suite de l'identification de ces risques, elle va pouvoir proposer des mesures pour les réduire. Elle a aussi un rôle d'information auprès des professionnels de santé et des patients sur le bon usage de ces médicaments. Alors les spécialités à base de Méopa, il y en a un certain nombre. Donc c'est le mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote, donc 50% d'oxygène et 50% de protoxyde d'azote. Elles ont été commercialisées à partir de 2001. Et puis récemment, on a deux spécialités plus récentes à base de Méopa. En termes de disponibilité, initialement, les spécialités à base de Méopa étaient disponibles uniquement à l'hôpital. Et le besoin a été exprimé d'en disposer en ville, notamment au sein des cabinets dentaires. Et à partir de 2009, on a procédé à ce qu'on appelle la levée de la réserve hospitalière. Néanmoins, on en a déjà parlé un peu ce matin, et je vais poursuivre la description de ce médicament. Compte tenu de ses caractéristiques, de son profil et également de sa réglementation, cette mise à disposition en ville, elle s'est accompagnée d'un programme renforcé de surveillance et d'une obligation de formation pour les professionnels de santé. Alors, que nous dit la réglementation ? Eh bien, les spécialités à base de Méopa sont des médicaments qui suivent une partie de la réglementation des stupéfiants. Pourquoi ? Parce que ce sont des médicaments qui sont à risque d'abus, de dépendance et de détournement. Alors, quelles sont ces mesures ? Quelle est cette réglementation ? Eh bien, d'abord, le Méopa est inscrit sur la liste 1 des substances vénéneuses. Donc, ce sont des substances qui sont susceptibles d'entraîner un danger. Et donc, de fait, elles ne sont disponibles que sur ordonnance, avec une petite mention qui est normalement précisée sur les bouteilles de Méopa. L'usage doit être strictement professionnel, le stockage doit être sécurisé, et les établissements ont une obligation de déclaration des vols. Alors, lorsqu'on donne une autorisation de mise sur le marché, on élabore un certain nombre de documents. Et parmi ces documents, il y a la notice que vous connaissez qui est à destination plutôt du patient. Et on a aussi le résumé des caractéristiques du produit qui décrit toutes les caractéristiques de ce produit que les professionnels de santé connaissent peut-être. Et donc, dans ce cas, pour le Méopa, ce résumé nous indique pour quel patient on peut le prescrire. Et donc, la bonne indication qui figure dans cet AMM, dans ce résumé, c'est à partir d'un mois de vie, chez un patient qui est en respiration spontanée, pour des actes douloureux pour lesquels on anticipe que la douleur sera légère à modérée et pas au-delà. Le résumé des caractéristiques du produit nous précise aussi que les effets analgésiques sont d'apparition très rapide, donc en 3 minutes, et donc il ne faut pas l'initier trop longtemps à l'avance, et qu'il faut l'envisager pour un acte qui sera de courte durée, puisqu'on ne doit pas dépasser 60 minutes d'inhalation continue. Enfin, ce résumé nous indique aussi dans quelles autres indications on peut l'utiliser. Donc, dans le cas si on souhaite une sédation en soins dentaires pour certains patients, les enfants, des patients adultes qui seraient anxieux, ou des patients avec un handicap aussi. Et enfin, on peut l'utiliser en obstétrique en milieu hospitalier, mais dans un cas très précis, c'est-à-dire dans l'attente, le refus ou l'impossibilité de réaliser une analgésie péridurale. Alors, les contre-indications qui sont mentionnées dans ce résumé sont les suivantes. Donc, il ne faut pas utiliser le Méopa
en cas d'altération de l'état de conscience, de fonction cardiaque altérée. Dans les cas où l'air serait piégé à l'intérieur du corps, on a par exemple le pneumothorax, l'emphysème. Dans les cas où un patient nécessite une ventilation en oxygène à 100%, en cas d'hypertension intracrânienne, et on en a parlé juste avant, en cas de déficit connu et non substitué en vitamine B12 ou en acide folique, en fait, le méopa va inactiver la vitamine B12 et par ce biais-là, va entraîner une toxicité neurologique et aussi une toxicité au niveau de la moelle osseuse. Et donc, parmi les contre-indications figure également le fait d'avoir des anomalies neurologiques d'apparition récente et non expliquées. Donc, dans ces cas-ci, il faudra envisager une alternative puisque le méopa ne peut pas être prescrit. Alors, ce résumé nous propose aussi nous présente aussi des précautions d'emploi, c'est-à-dire des cas où il vaudrait mieux avoir recours à une alternative. Donc attention, si le patient consomme des médicaments dépresseurs du système nerveux central, donc par exemple des morphiniques, des benzodiazépines, attention également si le patient est à risque de déficit en vitamine B12, donc on peut retrouver ce risque en cas d'alcoolisme chronique, de malabsorption, d'anémie. Et attention également en cas d'antécédent d'abus de substances, puisque on a vu que le méopa était à risque d'abus et de dépendance. Et donc attention si un patient vient régulièrement, demande du méopa, dans ces cas-là, il faudra probablement lui proposer une alternative. Le résumé mentionne également les conditions générales d'administration. Donc le méopa devrait être administré uniquement dans ces conditions. Il mentionne que les locaux doivent être équipés d'un système de récupération des gaz usagés ou de ventilation qui soit satisfaisant. Le stockage doit être effectué à une température à plus de 0 degré, sinon il y a un risque de séparation des deux gaz et d'hypoxie pour le patient. L'objectif du traitement et l'administration doivent impérativement être expliqués aux patients en amont, ce qui va favoriser sa coopération et éviter potentiellement des événements indésirables. Le résumé nous indique aussi qu'il faut l'administrer en auto-administration, donc par le patient le plus possible, qu'il y a une surveillance continue à avoir donc, tout au long de l'administration en raison de son profil de tolérance, et qu'il faut attendre le retour au calme du patient donc avant de le laisser partir, puisque les effets indésirables peuvent se perdurer après l'arrêt de l'administration. L'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché, nous précise aussi qui peut le prescrire ou l'administrer. Donc les médecins et les chirurgiens dentistes peuvent le prescrire et l'administrer en ville et à l'hôpital. Les sages-femmes peuvent le prescrire et l'administrer à l'hôpital. Et enfin, les infirmiers et les manipulateurs radio peuvent l'administrer sous supervision du médecin prescripteur. Alors, sous quelles conditions ces spécialités sont-elles disponibles ? On a vu tout à l'heure qu'en 2009, l'accès a été élargi en ville, qu'il y a eu une levée de la réserve hospitalière. On a vu également que ces médicaments ont des risques, et notamment des risques de surdosage, des risques d'abus, de dépendance et d'usage détourné. Et donc, à l'époque, l'AFSAPS, mais aujourd'hui la NSM, a modifié ce qu'on appelle le plan de gestion de risque. Ce plan, ce sont les obligations qui incombent au laboratoire pour réduire ces risques. Et donc, parmi ce plan de gestion de risque, a été ajoutée une surveillance renforcée en pharmacovigilance et en addictovigilance. Donc, pharmacovigilance avec un recueil d'effets indésirables de façon globale et addictovigilance avec un recueil des effets qui sont plutôt en lien avec un comportement addictif. Également a été ajouté un plan de formation des médecins, pharmaciens et du personnel soignant, des documents d'information qui doivent être élaborés par le laboratoire à destination des patients et des professionnels de santé pour les alerter sur ce risque, une sécurisation de la distribution et donc notamment le laboratoire va devoir vérifier la qualité et la formation du demandeur, et enfin une sécurisation de l'utilisation des bouteilles de 5 litres. Alors, si je reviens sur cette obligation de formation avant utilisation qui est dans le plan de gestion de risque, alors pourquoi elle a été demandée ? Eh bien, pour éviter des erreurs médicamenteuses graves qui continuent à nous parvenir,
malgré tout, pour éviter des expositions inutiles hors AMM, donc prescrire dans la bonne indication et selon la bonne durée, ce qui permet justement d'éviter inutilement des expositions. Réduire aussi les risques de surdosage, d'abus, de détournement, et aussi éviter des surexpositions professionnelles. Ça peut être par le biais de la manipulation, parce que la formation comprend aussi la manipulation. Comment peut être mise en place cette formation? Alors on a vu que le laboratoire avait une obligation de formation en ces termes, c'est-à-dire formation théorique et pratique des professionnels de santé qui sont prescripteurs et administrateurs, mais hors hôpital, puisque c'était en lien avec le fait que ça a été élargi en ville. Pour ce qui est des établissements, nous encourageons, au regard des erreurs qui sont toujours remontées, nous encourageons les établissements à vérifier que le personnel est suffisamment formé, qu'il y a une expérience suffisante pour pouvoir l'utiliser. Et enfin, nous pouvons contribuer à cette formation par le biais des documents d'information à destination des professionnels de santé que nous travaillons avec le laboratoire, puisque notre rôle est d'accompagner le laboratoire sur l'élaboration aussi de ces documents d'information. Alors dans le plan de gestion de risque, il y avait également un plan de surveillance renforcée. Sur le schéma de gauche, vous avez le système de pharmacovigilance tel qu'il est réalisé de façon classique. Les industries, les patients et les professionnels de santé déclarent les événements indésirables qui sont ensuite analysés de façon très schématique au niveau donc de la NSM, parfois de l'Europe si le médicament a une AMM dans plusieurs pays. C'est le cas pour certaines spécialités de Méopa. Et ensuite, les autorités compétentes, la NSM, peuvent enrichir le résumé des caractéristiques des produits ou bien prendre d'autres mesures, informer, voire aller jusqu'à la suspension d'une AMM. Donc dans ce cas-là, dans le cas du Méopa, la surveillance a été renforcée, c'est-à-dire qu'en plus de ce système, ont été ajoutées des enquêtes de pharmacovigilance. Donc il y a eu 5 rapports qui ont été élaborés entre 2009 et 2020 et qui ont permis d'actualiser les rubriques effets indésirables et précautions d'emploi du RCP, du résumé des caractéristiques du produit. Et il y avait notamment des informations sur l'exposition professionnelle. À ce jour, cette enquête, elle est clôturée. Néanmoins, en cas de nouveau signal, nous pouvons très bien la réactiver de façon spécifique. La surveillance renforcée, elle s'est aussi traduite par la demande d'une enquête d'addictovigilance sur le protoxyde d'azote, donc là, protoxyde d'azote de rue, mais aussi via le Méopa. Et donc cette enquête, elle est toujours en cours. Alors finalement, qu'est-ce que ce programme de surveillance et de surveillance renforcée a permis de définir comme profil de tolérance pour le Méopa? Quels sont les effets indésirables? Donc le résumé des caractéristiques du produit nous précise qu'en cas d'utilisation ponctuelle, qui est celle recommandée par l'AMM, eh bien, il peut y avoir des modifications des perceptions sensorielles, des nausées, des vomissements, des vertiges, une sédation, des paresthésies, des céphalées. Et donc tout ça, ça, ce sont les effets indésirables les plus fréquents. Ce résumé des caractéristiques du produit nous précise aussi finalement qu'est-ce qui se passe en cas d'utilisation non recommandée, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe en cas d'utilisation prolongée et répétée? Et donc là, effectivement, il y a un risque d'abus et de substances. Et il y a un risque qui est lié à l'inactivation de la vitamine B12, donc avec une toxicité hématologique et une toxicité neurologique. Donc pour terminer, si on devait retenir les mesures par rapport à l'administration du Méopa et donc ce que nous précise l'autorisation de mise sur le marché, c'est qu'il faut former les professionnels qui prescrivent et qui manipulent le Méopa, qu'il faut éviter les expositions inutiles, donc prescrire le Méopa dans la bonne indication, l'administrer pour la bonne durée et dans des bonnes conditions d'utilisation telles qu'elles sont définies. Troisièmement, il faut surveiller la tolérance pendant, après et après l'administration à la lumière des effets indésirables qui sont décrits. Donc, on connaît ce profil de tolérance. Et enfin, il faut déclarer les effets indésirables, ce qui nous permet à nous de faire évoluer l'autorisation de mise sur le marché, y compris en situation d'exposition professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'encourage vivement.